merci d'être venu, merci à ceux qui sont en ligne. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe du RISE, la régie, October Octopus et bien évidemment l'école urbaine des Lions. Moi, je m'appelle Alfonso Pinto, je suis géographe, documentariste et actuellement, je suis chercheur à l'école urbaine des Lions où je m'occupe de expériences imaginaires esthétiques de l'Anthropocène. Dans les détails, après avoir passé environ 10 ans à étudier les imaginaires urbains dans les cinémas de catastrophes, depuis 2018, je m'occupe plus précisément des catastrophes réelles, en particulier celles qui concernent les domaines de la production industrielle et de l'environnement. Donc aujourd'hui, je vais inaugurer ces cycles de cours publics dont le titre est Anthropocène, âge du désastre, petite histoire des catastrophes technologiques et industrielles. Et cette première séance porte le titre de Désastres et catastrophes dans les sociétés occidentales, les divorces entre humanité et nature, qui servira bien évidemment aussi d'introduction au reste du cycle. Donc ces cours, il est partagé en 6 séances et abordera, comme le dit le nom, le thème de désastres liés à la production industrielle avec une approche géohistorique assez humaniste, centrée bien évidemment sur l'Anthropocène au sens large, donc considéré non seulement comme une hypothèse chronostratigraphique, un nouvel âge géologique, mais aussi comme un moment de réflexion, un moment qui pourrait changer radicalement notre rapport au monde. Je veille à bien utiliser le conditionnel. Pourquoi l'industrie ? Eh bien, que ça nous plaise ou pas, les domaines de la production industrielle a façonné notre planète et continue de le façonner. Il façonne notre existence vraiment en tant que société. Or, quelqu'un pourrait dire que les pays occidentaux, les pays entre guillemets les plus avancés dans lesquels nous vivons sont des sociétés post-industrielles, comme si l'industrie constituait déjà une sorte de passé. Bon, c'est faux. Les problèmes, ils concernent l'espace et non pas le temps. Tout simplement, les pays dits avancés se sont limités à éloigner géographiquement la production des biens et à déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Les raisons, nous les connaissons. C'est on va déléguer les risques, on va délocaliser les risques, le coût de la main-d'œuvre, la logistique. Bref, la mondialisation, c'est aussi ça. Si l'on fait référence à l'échelle planétaire, donc, qui est l'échelle qui mieux convient à l'Anthropocène, notre monde est bien loin d'être un monde post-industriel. Mais pourquoi j'ai décidé de parler des catastrophes industrielles? Que peuvent nous apprendre ces événements? Comment se situent-elles par rapport justement à l'Anthropocène? Or, Honoré de Balzac disait que les catastrophes poussent tous les hommes forts et intelligents à la philosophie. Et on verra bien pourquoi, il avait bien raison. Donc, même si les débats sur l'Anthropocène est encore en cours, on devrait avoir compris que l'âge géologique des humains possède une sorte de connotation négative. Au sens que les modifications que les sociétés humaines ont apportées et continuent d'apporter aux équilibres biophysiques de la planète sont désastreux, peut-être au sens littéral du terme. De ce point de vue, je pourrais oser dire que l'Anthropocène est en quelque sorte un désastre lui-même, un désastre qui, en partie, a déjà eu lieu, dont on tire les conséquences, dont on dénombre les dégâts et dont on essaye surtout de limiter la portée. On l'a vu, on le voit probablement, malheureusement, on continuera de le voir. Conditions climatiques extrêmes, inhabituelles, tempêtes, sécheresses, canicules, inondations, incendies, etc., etc. Donc nous savons que malgré il y a encore quelques négationnismes persistants, nous savons que la matrice anthropique de ces phénomènes est bien là, elle fait plus débat. L'idée d'une nature capricieuse ou d'une providence qui tisse d'une certaine manière une trame insaisissable, c'est une idée qui est datée déjà au XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, encore plus. Donc, les vagues de chaleur, des ouragans de plus en plus violents et encore inondations sont une conséquence des activités humaines. On peut alors considérer tous ces phénomènes, si vous voulez, comme la manifestation sensible, perceptible, tragique du chemin que l'humanité a accompli au fil de l'histoire, non seulement en tant que société ou individu, mais aussi et surtout en tant qu'espèce biologique. Je demande juste à la régie si je peux avoir les chronos qui est bloqué à 55, sinon après je vais déborder. Merci.
Donc, l'un des points clés de l'Anthropocène est justement le fait d'avoir compris que les êtres humains ont largement dépassé la nature quant à capacité destructrice. Donc, non seulement nous avons réussi bien la tâche des Prométhée, voler les fées aux dieux, nous avons bien dépassé Prométhée, nous avons transformé les feux en napalm, par exemple. Or, pour ce qui concerne les catastrophes industrielles, elles font partie d'une catégorie plus générale, des catastrophes que l'on appelle des catastrophes technologiques, pour les distinguer de celles dont l'origine ultime se trouve dans les fonctionnements même du système Terre. Comme le dit le nom, les catastrophes technologiques découlent tant directement qu'indirectement de l'action de l'homme. Celles industrielles en particulier, comme le dit le nom, sont la résultante de révolutions industrielles qui ont lieu au XIXe siècle. Or, tant d'un point de vue de leur propre matérialité que de celui des idées, des pensées, des imaginaires, aussi des perceptions, les désastres de l'industrie et de la technologie ne se sont pas vraiment substitués aux catastrophes dites naturelles. Moi, je dirais plutôt qu'ils s'y sont juxtaposés en augmentant la complexité matérielle du fonctionnement de notre système, de notre société, mais aussi peut-être surtout la complexité immatérielle, notre rapport au monde, notre manière de l'apprendre et d'apprendre nous-mêmes dans le monde. On va les voir, on les verra tout le long de ces cours, à côté de l'inévitable processus de sécularisation, de laïcisation, de rationalisation, encore persistent de traces importantes du passé. Superstition, fatalisme, irrationalisme font encore partie des registres interprétatifs de la catastrophe. Bon, d'ailleurs, je pense que ces derniers 2 ans de pandémie nous en ont donné un peu la preuve. Donc, les questions que les catastrophes de la technologie et de l'industrie soulèvent sont nombreuses. De ce point de vue, Honoré de Balzac n'avait pas vraiment tort. La catastrophe est toujours, ou du moins devrait être toujours, une occasion de réflexion, un moment qui permet des remises en cause à plusieurs niveaux, des remises en cause indispensables. Mais essayons de suivre l'ordre. Procédons par l'ordre. L'une des premières questions soulevées concerne le dualisme cause-conséquence. Par exemple, quand on assiste à 49 degrés de température enregistrée cet été en Sicile, par exemple, ou quand on voit une canicule persistante à Lyon ou à Paris, quand on commence à voir de plus en plus de phénomènes météorologiques inédits par rapport à leur violence, par rapport surtout au moment et au temps dans lesquels ils se produisent. On l'a dit, a priori, on ne devrait pas avoir de doute au stade dans lequel nous nous trouvons. Ces événements sont une conséquence claire et nette des altérations que nous avons provoquées. Les émissions, les pollutions, les contaminations, les altérations, et on arrive au fameux changement climatique. En revanche, quand une usine qui brise les atomes explose, quand une plateforme d'extraction s'enflamme, ou encore tout simplement quand un complexe pétrochimique émet une énorme quantité de polluants pendant 10, 5 ans, 100 ans, sans accident majeur, sans explosion, tout au long d'une apparente normalité. Eh bien là, nous sommes dans une situation dans laquelle la question des causes et des conséquences se mêle. En dernière instance, on peut dire que ça soit un grand boom qui éclate nos consciences, ou bien que ça soit une durable contamination industrielle et silencieuse. Tous ces phénomènes sont d'un côté la conséquence d'une trajectoire que l'humanité a décidé d'emprunter. Mais en même temps, et peut-être surtout, ces phénomènes sont souvent, tant d'un point de vue matériel que symbolique, sont la cause première de ce qu'on appelle le changement climatique, d'une manière un peu générale. Ils sont la source même de ces altérations. Moi, je me permets d'insister un peu sur ce point. Comme plusieurs, beaucoup plus compétents que moi, l'ont dit, moi, je reste convaincu que l'Anthropocène se développe matériellement au XIXe siècle. Il est la conséquence directe de l'imposition à niveau planétaire d'un modèle socio-économique précis et même culturel qui est le capitalisme industriel. Notre manière d'exister aujourd'hui en tant qu'individu et en tant que société est encore en grande partie la conséquence de cette imposition.
Certainement, beaucoup de choses ont changé, on l'a vu. Mais en réfléchissant avec attention, les structures matérielles des productions des biens et des énergies suivent encore les mêmes logiques qu'elles suivaient pendant la fameuse modernité triomphante du XIXe siècle. C'est point, je peux citer le fameux sociologue allemand, Ulrich Beck, qui bien avait mis en exergue cet aspect. C'est bien la modernité avancée qui commence à faire correspondre la production sociale de la richesse avec la production sociale des risques. Et comme on le verra, ces risques ne sont pas, malheureusement, potentiels. Ce sont des risques qui se sont matérialisés tout au long de derniers 2 siècles et qui continuent, malheureusement, de se matérialiser. Je vous donne un exemple rapide. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer ces dernières semaines, en Europe, il y a eu des pays qui souhaiteraient insérer les nucléaires parmi les énergies vertes. Bon, alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, la question du nucléaire, je l'avoue, c'est une question complexe qui m'a vu toujours un peu partagé. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai reçu une facture d'électricité d'un appartement en Italie qui était exorbitante. Je pense que les Français n'ont même pas idée, mais bon, il peut y avoir des doutes. On peut se questionner. Mais d'ici à considérer quand même, comment dire, les nucléaires une source d'énergie soutenable, bon, moi, on est vraiment un peu dans les n'importe quoi. Bon, il y a au moins une autre question qui est soulevée par ces phénomènes que nous appelons catastrophes industrielles. Et c'est une question qui sera centrale aujourd'hui, mais tout le long de ces cours. L'histoire de la culture et de la pensée a souvent considéré les désastres, indépendamment de leurs origines, comme des ruptures, des moments circonscrits qui brisent une sorte de continuum en instituant un avant et un après, un moment qui implique inévitablement des changements, qu'ils soient définitifs, temporaires, etc., etc. Donc cette idée de rupture dépasse, bien évidemment, ce qui sont les simples facteurs matériels de la catastrophe, donc les dégâts, les victimes, les reconstructions, etc., etc. La rupture peut intervient surtout du point de vue de la culture, du point de vue des idées, des sentiments, de mères et même des esthétiques. On le verra notamment avec Tchernobyl. Cela est d'autant vrai pour les catastrophes industrielles. Effectivement, quand on commence à mettre ensemble les morceaux de cette géohistoire catastrophique, quand on commence à se rendre compte de la récurrence régulière de ces désastres, mais aussi quand on commence à prendre également en compte les catastrophes silencieuses, c'est-à-dire celles qui parviennent à masquer leurs conséquences tragiques derrière une extension temporelle étalée. On ne peut que se questionner à propos de la validité d'une interprétation axée uniquement sur l'idée de rupture. Sommes-nous sûrs que l'âge dans lequel nous vivons ne soit pas marqué par rapport au passé par une sorte de continuité catastrophique? Et c'est ça l'une des questions qui va animer tous ces cours. Doit-on continuer à parler des ruptures quand on a affaire à des catastrophes, ou bien nous devons peut-être envisager l'idée d'une continuité? Le parcours qui nous a conduits au statut des sociétés industrielles, il ne s'est pas développé dans l'ignorance totale, comme souvent l'on croit, dans l'insouciance, ou pire encore, au milieu d'une sorte de fatalisme. D'ailleurs, cela est démontré régulièrement par l'historien Jean-Baptiste Fressoz. Selon lui, l'affirmation du capitalisme industriel a été possible aussi grâce à un important processus culturel et idéologique, un processus visant à faire accepter des risques implicites. J'oserais dire même qu'il a été rendu possible grâce à la normalisation de la catastrophe industrielle. Le tout sous les prismes d'une idéologie qui a artificiellement fusionné l'idée des progrès humains avec celle du développement technologique et scientifique. Donc, brièvement, les axes principaux, les questions que je chercherai à soulever avec vous aujourd'hui et dans les prochaines 5 séances. En particulier, moi, je ferai référence à des exemples concrets, à des désastres que j'essaierai de vous raconter non seulement à travers une approche géohistorique, mais aussi en termes d'imaginaire, à savoir en prenant en compte l'impact que ces événements ont eu dans notre manière de concevoir nous-mêmes, notre société et notre planète.
des explosions minières assez régulières au XIXe siècle, jusqu'à Tchernobyl ou à Bhopal. On essaierait de voir comment derrière les erreurs, derrière l'ignorance, les négligences volontaires ou imposées, derrière parfois la fatalité, se cache en réalité un long parcours qui nous a poussés à accepter tout cela, à les considérer comme la seule voie possible pour atteindre le bonheur. Aujourd'hui, plus particulièrement en guise d'introduction, bien évidemment, je vous parlerai du rapport que les sociétés occidentales ont développé avec la catastrophe, en particulier à partir du siècle des Lumières, qui est le moment historique qui jette les prémices de la modernité industrielle. Paradoxalement, aujourd'hui, cette séance parlera d'une catastrophe qui, du moins à l'apparence, n'a absolument rien à voir avec l'industrie. Bon, juste pour présenter un peu, la deuxième séance sera dédiée à l'avènement de la société industrielle. Ce sera un long parcours à travers les catastrophes. Ensuite, il y aura 3 approfondissements, 3 catastrophes qui chacune à sa manière a marqué la suite, Seveso, Bhopal et Tchernobyl en particulier. La 6e séance, ce sera les moments pour tirer un peu les conclusions à travers un objet symbole de l'Anthropocène, c'est les briquets. Donc, sans vouloir ultérieurement anticiper, donc je vais vraiment rentrer dans les détails de cette séance avec un voyage dans le temps et dans l'espace qui va nous conduire à Lisbonne, plus précisément à Lisbonne au milieu du XVIIIe siècle. Et donc, au milieu du XVIIIe siècle, Lisbonne est la capitale d'un grand empire colonial, les fameuses Andes portugaises. Lisbonne était donc le terminus de tous les commerces de et pour ce territoire. Les Brésil en particulier. Les Brésil fournissaient le Portugal en or et bien d'autres matières précieuses. Donc théoriquement, le Portugal au XVIIIe siècle était un pays riche. Un pays très riche, une grande puissance coloniale qui profite entre autres d'une position assez avantageuse. Elle est vraiment sur l'Atlantique, donc prêt à faire du commerce. Mais en réalité, les choses sont un petit peu différentes. Effectivement, depuis 1703, en raison du traité de Methuen, la plupart des commerces entre le Portugal et ses colonies sont dans les mains des Anglais. Les Anglais qui possèdent de nombreux comptoirs commerciaux à Lisbonne. On peut dire alors, tranquillement, ça c'est l'historien le dit, qu'une bonne partie de ces richesses va directement gonfler les caisses de Buckingham Palace, plutôt. Les raisons sont nombreuses, mais sans doute, cette mainmise étrangère était due en partie à l'absence d'une véritable bourgeoisie autochtone, l'absence d'un milieu commercial et entrepreneur capable de contrer ces ingérences externes. Probablement, c'est dû au fait que le Portugal au XVIIIe siècle est une société vraiment typique de l'Ancien Régime. Le pays est dominé par une noblesse assez parasite, assez opulente, côtoyée par un clergé qui est également avide. João V, qui régna au Portugal du 1706 au 1750, aimait se considérer le roi soleil portugais. Son absolutisme politique s'accompagnait au luxe, à l'opulence, à l'ostentation. Mais le Portugal était aussi un pays très, très catholique. Effectivement, encore au XVIIIe siècle, l'Inquisition portugaise avait un rôle majeur au sein de la société. Il ne faut pas s'étonner alors si ces pays étaient, comme dirais-je, imperméables à certaines idées qui ailleurs circulaient en Europe. On peut dire que le Portugal, pendant les Lumières, aux Lumières de la raison, préférait encore la lumière des autodafés. Mais bon, comme les bonnes vieilles sociétés de l'Ancien Régime, à une noblesse riche, richissime, à un clergé également puissant, correspondait une population, pour la plupart assez malheureuse, qui vivait essentiellement dans la misère, dans la pauvreté. C'était comme ça, Deus vult. On est pleinement dans l'Ancien Régime. Et la ville de Lisbonne, bien évidemment, reflétait bien cette composition sociale. Les chroniques définissent Lisbonne comme une ville paradoxale, atlantique
à raison de sa position géographique, mais très méditerranéenne dans son esprit. Effectivement, Lisbonne s'est partagée entre les luxes et les merveilles de ses palais, de ses églises, et les misères d'une grande partie de sa population qui menait une vie assez misérable. Et alors, il y avait des jardins fastueux, des résidences magnifiques, côtoyées par des gigantesques quartiers aux habitations modestes, presque des taudis, des 5 ou 6 étages même, construits sans aucun critère, littéralement entassés les uns sur les autres. On verra que c'est un point assez important. On arrive donc à l'année clé, le 1755. Pour les 250 000 habitants de Lisbonne, les matins du 1er novembre ne fut pas comme les autres. Pour un bon nombre d'entre eux, ces matins furent les derniers qui virent. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Au bon matin, les Lisbonnais s'apprêtent à affoler les nombreuses églises, comme c'est coutume dans un pays très catholique. Et tout d'un coup, autour de 9h45, la terre se met à trembler. Pendant 2 minutes interminables. Puis s'arrête. 2 minutes plus tard, une autre secousse, que beaucoup de témoins disent être encore plus forte que la première. Selon M. Pedegache, pseudonyme de Miguel Tiberio Brandão, correspondant du journal étranger, correspondant francophone, la plupart des maisons s'effondirent et commencèrent à s'écrouler, suivi un gigantesque nuage de poussière qui obscurcit littéralement le soleil. En quelques minutes, la capitale d'un empire s'était transformée en un gigantesque champ de ruines, desquels s'élevaient des pleurs, des cris, des gémissements, des plaintes. Ces tableaux d'Apocalypse furent rendus encore plus tragiques par les flammes qui envahirent ces ruines. Les foyers, les chandelles avaient pris feu. Mais ce n'était pas fini, non, pas encore. Le scénario est vraiment celui d'une catastrophe totale. Après les flammes, c'est les flots. Les séismes, en effet, provoquaient un raz-de-marée qui se déferla sur la ville avec des vagues qui allaient de 5 à 10 mètres. Plusieurs témoins, dont le fameux Pedegache, parle alors de bateaux soulevés et jetés sur la terre, ou encore de tas de navires qui s'entassent les uns contre les autres en se brisant en 1000 morceaux. Or, les reconstructions contemporaines, c'est-à-dire les études de paléosismologie ou de sismologie en direct, bien évidemment en 1755, il n'y avait pas encore de sismographes. Bon, ces études ont établi que les tremblements de terre de la Toussaint fut l'un des plus puissants jamais arrivés en Europe, avec une magnitude comprise entre 8,5 et 9 degrés. La violence fut telle que les dégâts investirent également la côte atlantique du Maroc, encore jusqu'au sud, et que les secousses furent perçues en Islande, en Angleterre et même en Allemagne. Alors juste pour revenir un peu à l'actualité, l'explosion du volcan de Tonga qui a eu lieu environ 15 jours, bon, les secousses provoquées par cette explosion ont été enregistrées aussi par les centres sismographiques de l'Etna, donc à environ 20 000 km. Donc, Lisbonne, tout simplement, fut irrémédiablement défigurée. Elle fut rasée au sol à 85%. Les victimes, c'est un argument un peu plus complexe. Pedegache, lui, fait l'hypothèse d'un nombre compris entre 30 000 et 40 000. Un anonyme pousse ces chiffres jusqu'à 5 000. D'autres disent 12 000, qui dit 80 000. Aujourd'hui, malgré les débats soient encore ouverts, les estimes basculent entre un chiffre minimal de 20 000 et d'autres qui s'élèvent jusqu'à 50 ou 60 000 victimes sur les coups. Bon, quoi qu'il en soit, on peut affirmer que les bilans furent extrêmement lourds. Or, la nouvelle du tremblement de terre s'est diffusée assez rapidement par rapport aux moyens de communication de l'époque. Effectivement, le XVIIIe siècle,
Il y avait une diffusion des journaux, diffusion des gazettes, d'autres formes de communication écrite. On est aux prémices de la presse, en fait. Bon, ces communications permirent à la nouvelle d'acquérir une sorte de visibilité ante litteram, si vous voulez. Récits, comptes rendus, etc. Ils contribuèrent énormément à faire débat à ces sujets. Il y avait même une formule qui s'était imposée dans pratiquement tous les récits sur Lisbonne. C'était un incipit qui revenait constamment. Les articles souvent commençaient par une expression latine. Hic locus ubi Lisbona fuit, d'où lieu où fut Lisbonne, en citant Virgile qui disait ubi Troia fuit. Certains témoignages insistèrent beaucoup sur les courages et l'abnégation avec lesquels le noble souverain José Ier, le fils de Joao, qui lui avait succédé en 1750, avec donc Joao V qui affronte la situation en portant secours en première ligne à son pauvre peuple malheureux. D'autres témoignages, qui sont considérés plus véridiques, décrivent en réalité José Ier complètement paralysé par la peur, littéralement terrifié, s'effondrer en larmes, à exclamer à haute voix « Que faire ? Que faire ?» Bon, sur la réponse qu'il aurait reçue, il y a un petit peu de légende. La légende veut que son secrétaire d'État, José de Carvalho, le marquis de Pombal, lui répondit ainsi « Sire, il faut enterrer les morts et s'occuper des vivants. » Alors, on ne sait pas si les choses s'est passées réellement ainsi. Ce que l'on sait est que le marquis de Pombal prit réellement les choses en main pour combler à l'inaptitude de son souverain. Et effectivement, la première chose que l'on fit, c'était de se débarrasser des milliers de cadavres. Donc les fosses communes, mais on raconte aussi qu'un bon nombre de cadavres furent carrément jetés à la mer avec des pierres. Il y avait vraiment une urgence. Ensuite, sous les guides de Carvalho, on commence la lente reconstruction de la ville. Une ville nouvelle, une nouvelle Lisbonne, conçue et réalisée non plus comme la ville de nobles, du clergé, de l'Inquisition, mais comme une ville de la bourgeoisie, une ville des Lumières, une ville moderne. Voilà donc cette courte chronique de la tragédie de Lisbonne. Mais quelles furent les conséquences ? Surtout, pourquoi cet événement survenu avant la révolution industrielle est important pour introduire un discours qui, dans les buts, doit parler de la catastrophe industrielle. On va y arriver doucement. Pour ce qui concerne les conséquences matérielles, pratiques, l'opinion courante est que les tremblements de terre marquent définitivement la disparition du Portugal en tant qu'empire. Bon, il est vrai aussi que le Portugal vivait déjà un moment de décadence. On l'a vu, les Anglais géraient pratiquement tous les commerces. Mais les tremblements probablement empêchent définitivement toute tentative du Portugal pour retrouver une place parmi les grands empires coloniaux. La ville de Lisbonne, je vous l'ai dit, détruite à 85%. Elle portera les signes de cet événement. Encore aujourd'hui, toute la partie centrale de la ville est le résultat d'une reconstruction. Selon les plans élaborés par le marquis de Pombal, le centre-ville médiéval, du moins ce qu'il en restait, c'était pas grand-chose, fut rasé pour laisser la place à une structure urbaine et architecturale plus en ligne avec les coutumes de l'époque, donc un quadrillage des rues, des places, une organisation rationnelle, etc., etc. Mais on a vu aussi comment, la plupart du temps, nous attribuons à ces événements un caractère de rupture, pour revenir à la question centrale. Un moment qui marque de manière nette en avant et en après. Pour Lisbonne, c'est bien le cas. Les tremblements de terre fut une importante rupture. Une ville médiévale qui cède la place à une ville, entre guillemets, moderne. Mais comme on a vu, comme je vous ai dit, les ruptures qui nous intéressent les plus ne sont pas uniquement celles matérielles. Ce qui nous intéresse du tremblement de Lisbonne, ce sont ses conséquences sociales, politiques, mais surtout philosophiques. Ce n'est pas toujours facile d'évaluer ces derniers domaines, ces impacts non matériels. Nous n'avons pas de chiffres, nous n'avons pas de tableau. Il s'agit toujours d'un discours de l'après. Une série de réflexions, d'évaluations, d'interprétations qui souvent surviennent bien a posteriori, les événements en question. D'ailleurs, Grégory Quesnay l'affirmait, la catastrophe est toujours un discours de l'après. Ce qui est intéressant est que parfois, dans l'attribution du statut de rupture ou pas, on sépare, on déconnecte les impacts matériels de ceux immatériels.
Pour les dire d'une manière beaucoup plus simple, ce ne sont pas toujours les dégâts ou les victimes qui définissent l'impact qu'une catastrophe aura dans notre culture. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Pour moi, c'est une question d'imaginaire. Comme la plupart des phénomènes humains, les catastrophes nourrissent un imaginaire, les construisent. Et parfois, il peut y avoir, si vous voulez, comme des courts-circuits entre les matériels et l'idéal, pour employer une expression chère à Michel Husseau et à Maurice Godelier. Tout simplement, les désastres, inévitablement, produisent des systèmes complexes de représentation, des narrations, des réflexions, des opinions, qui, au fil du temps, dans leur interaction, produisent justement ce qu'on appelle l'imaginaire de la catastrophe. Je vais faire un exemple rapide et assez connu, assez simple. Si je prononce le nom Titanic, tout le monde sait de quoi je parle. Bateau qui ne pouvait pas couler, mais qui coule à son premier voyage, l'iceberg, etc., etc., 1523 victimes. Eh bien, tout le monde sait de quoi je parle, ne serait-ce que peut-être en raison des environ 6000 ouvrages consacrés à ces naufrages. 6000. Et je n'ai pas parlé des films, des théâtres, des documentaires, des chansons, etc., etc. Aucun autre naufrage n'a jamais eu un impact similaire. Aucun. Et peut-être aucune autre catastrophe technologique a réussi à tant stimuler les humains à produire des récits, à produire des contenus, à produire de la pensée. Allons maintenant un peu plus en avant. Allons au 30 janvier 1945. C'est toujours de nuit, c'est toujours dans le froid. On est cette fois dans la mer Baltique. L'armée rouge, après les tournants de Stalingrad, est lancée à la conquête de l'Allemagne et l'un des premiers territoires à tomber, c'est la Prussie orientale, qui était une région germanophone, plus ou moins entre la Lituanie, la Russie et la Pologne. Donc, la nuit du 30 janvier, les paquebots Wilhelm Gustloff, paquebot allemand, quittent la ville de Gotenhafen, aujourd'hui Gdynia, avec des conditions météorologiques pas très agréables, mer agitée, température de -10, glace flottante. Officiellement, ces navires est chargé des blessés et des réfugiés. Et officiellement, il y a 6000 âmes à bord. En réalité, vu la confusion qui régnait en ces moments, les recherches successives ont établi qu'il y avait au moins 10 000 personnes. Mais on ne peut pas savoir exactement combien. Puis après 21 heures, les bateaux qui voyagent sans escorte s'est fait torpiller 3 fois et en 50 minutes, ils coulent. Seulement 1320 furent les survivants. Donc, le naufrage du Gustloff est aujourd'hui considéré comme la pire catastrophe maritime de tous les temps. Oui, c'était la guerre. Donc, la guerre, malheureusement, nous habitue à ce genre d'événements, à la mort en masse. Mais cela dit, je suis sûr que peu d'entre vous connaissent les destins tragiques du Gustloff, ou, si je peux faire un exemple plus récent, peu d'entre vous connaissent par exemple le naufrage de l'Estonia, survenu en 1994. C'est quand même 900 morts. Donc, si parfois certaines catastrophes disparaissent littéralement de la mémoire collective, cela est dû à plusieurs raisons, mais c'est souvent les contextes généraux dans lesquels elles surviennent qui jouent un rôle décisif. Les Titanic, les flairons de la compagnie White Star Line, effectivement, c'est chargé d'un poids symbolique et culturel énorme. Son naufrage dépassait largement les statuts d'une maladresse, d'un incident, d'un accident. Avec lui, on le sait bien, coula une partie importante d'une modernité triomphante qui voyageait rapide et sûr vers un avenir qui ne pouvait qu'être heureux. Et après, on est 1912, après on arrive à 1914, on arrive à la Première Guerre mondiale avec tout ce que l'on sait. C'est aussi probablement grâce à cette dramatique succession temporelle que notre imaginaire a, comment puis-je dire, surchargé la tragédie du Titanic, en lui conférant des significations qui sont bien plus profondes qu'un simple naufrage. Moi, je pense toujours à une chanson italienne qui parle de ça, dont la partie finale dit « Ce navire fait 1000 nœuds au milieu de glace tropicale. Il a un moteur d'1 million de chevaux avec des ailes à la place de sabots. Les bateaux et foudres, torpilles, mèches, beauté scintillante, phosphore et fantaisie.
Molécules d'acier, pistons, rage, guerre, éclair et poésie. Dans cette nuit électrique et rapide, dans cet éprouvé 1900, le futur est une balle des canons déclenchée et nous l'avons presque à temps. Bon, la chanson s'appelle, juste pour la chronique, Les muscles du capitaine, et est dédiée bien évidemment à la figure du capitaine Smith qui, sans le vouloir, passera l'histoire pour avoir conduit son bijou d'acier contre la glace. Et elle fait partie d'un album qui s'appelle justement Titanic, sorti en 1982, que les critiques considèrent, je cite, un concept album sur les désastres qui incombent sur l'humanité depuis l'avènement de la modernité industrielle. Tout cela donc juste pour vous donner un exemple concret de comment entre guillemets, simple naufrage à la portée certainement tragique, mais moins grave que d'autres catastrophes, peut encore aujourd'hui nourrir et construire un imaginaire richissime. Mais revenons à Lisbonne, d'où on était parti. Le tremblement de 1755 ne fut ni les premiers, ni les derniers de l'histoire de l'humanité. Il fut certainement très grave. Il provoqua la destruction d'une ville, mais surtout, un peu comme les Titanic, il survint au bon moment pour constituer une véritable rupture dans toute la culture occidentale. À ces sujets, par exemple, les spécialistes d'études kantiens, Immanuel Kant, Davide Poggi et Niccolò Caraman définissent rupture catastrophique des moments qui imposent brutalement un changement dans l'image que l'humanité a créée d'elle-même. Pour eux, le tremblement de Lisbonne fait bien l'affaire. D'ailleurs, en réfléchissant bien, parmi les grands éventails de catastrophes, si vous voulez, les tremblements de terre minent d'une certaine manière les rapports physiques entre l'humanité et le sol. Ils préjugent, disent toujours les deux chercheurs, une sorte de stabilité ontologique, archétypique. Une stabilité donc qui n'est pas seulement physique, mais aussi intellectuelle, philosophique. Dans un monde en pleine effervescence philosophique et culturelle, qui était le monde au XVIIIe siècle, les séismes mettent les hommes devant l'évanescence de leurs propres certitudes, qui sont celles qui, au final, fondent leur propre rapport au réel. Donc, les contextes favorables pour que le tremblement de terre de Lisbonne devienne une véritable rupture équivaut au moment où, intellectuellement, la culture occidentale est prête à jeter les bases définitives du divorce entre nature et humanité, entre nature et culture, à savoir l'une des prémices idéologiques fondamentales pour que la modernité industrielle puisse se réaliser quelques décennies plus tard et qui changera notre monde de manière inévitable. Mais qu'est-ce que c'est la catastrophe? Qu'est-ce que c'est les désastres? Alors déjà, les étymologies sont intéressantes. Désastre, ça vient de l'italien en français, et de l'italien, ce mot dérive du latin disastrum, à la lettre mauvais astre. Catastrophe, c'est plus intéressant si vous voulez. Ça vient du grec cette fois, kata plus strophée. Et ça fait partie à la base du langage du théâtre, de la tragédie. C'est la fin, c'est le dénouement de l'intrigue tragique. C'est seulement à partir vraiment de la modernité, en particulier à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, que le mot catastrophe commence à prendre l'essence originaire, l'essence actuelle. Jusqu'au XVIIIe siècle, les registres interprétatifs des désastres et des catastrophes ne faisaient pas différence entre les domaines du sacré et les domaines du profane. Tremblements de terre, éruptions volcaniques ou encore inondations, pandémies étaient tout également considérés comme des manifestations de la providence divine. Mais en quoi consistait cette manifestation?
Au-delà de la nature de ces événements, les désastres constituaient une occasion pour, si vous voulez, essayer d'interpréter une sorte de message. Que veut nous dire Dieu avec cette épidémie? Que veut nous dire Dieu avec ces tremblements de terre? C'est un problème d'interprétation. Et la catastrophe, alors, avait généralement deux significations. Soit elle était perçue comme une punition que Dieu donnait à une humanité dissolue, une humanité qui avait choisi les péchés, soit comme un avertissement. Peut Dieu vouloir le mal? Pourquoi? Chez les catholiques, c'était plutôt l'idée des punitions qui était privilégiée. Voilà, Dieu punit une humanité qui s'éloignait de la bonne voie, qui a choisi les péchés. D'ailleurs, les références bibliques, notamment la vision vétérotestamentaire d'un Dieu vengeur, d'un Dieu inclin à la colère, étaient encore bien présentes. Pensons au déluge, le récit archétypique de l'inondation par excellence. Et alors, souvent, chez les catholiques, la catastrophe était, si vous voulez, une sorte de préfiguration du jugement dernier, comme nous le rappelle l'historien François Voltaire. Au contraire, chez les protestants, les choses sont un peu différentes. Dieu ne veut pas punir, il veut tout simplement nous avertir. Donc attention, parce que si on ne change pas de comportement, si on ne change pas, la prochaine catastrophe, ça va être pire. Et donc les protestants, normalement, remercient Dieu après la catastrophe pour ne pas avoir causé plus de dégâts. Donc les choses commencent bien à changer à partir du XVIIe siècle et dans les XVIIIe, notamment à raison de quoi? À raison des connaissances scientifiques qui peu à peu dévoilent, même si encore de manière embryonnaire, les fonctionnements des forces naturelles. Premièrement, Dieu n'intervient plus pour punir ou avertir directement en secouant la terre ou, par exemple, en soulevant les flots, en faisant réveiller un volcan. Le Dieu du XVIIIe siècle agit selon des règles que lui-même a fixées, selon les règles des forces de la nature, une nature qui, bien évidemment, est toujours créée par Dieu. On voit donc s'approcher doucement la fameuse émancipation de l'humanité. Grâce au progrès de la science, grâce aux découvertes scientifiques et géographiques, la complexité de notre planète commence à devenir telle que les instruments interprétatifs du passé apparaissent désormais insuffisants. On a vu donc à quel moment survient le tremblement de terre de Lisbonne, à quel moment historique, culturel, intellectuel. C'est un moment où les choses commencent à changer. Donc, dans un pays catholique comme le Portugal, la plupart de la population, bien évidemment, se laisse emporter par une interprétation religieuse. Dieu a puni Lisbonne pour son opulence, etc., etc. Mais quand un tel Messier Voltaire apprit à travers la presse les événements tragiques de Lisbonne, ses pensées se dirigèrent immédiatement ailleurs. Lui, l'idée des punitions ou d'avertissements, ça ne l'intéresse pas vraiment. Pour lui, Lisbonne, c'était une occasion pour critiquer l'optimisme et en particulier un messier qui s'appelait Gottfried Leibniz. Attention, parce que optimisme au XVIIIe siècle n'avait pas vraiment la même signification qu'aujourd'hui. L'encyclopédie définit le courant de l'optimisme comme l'opinion des philosophes qui prétendent que ce monde-ci est le meilleur que Dieu pu créer, le meilleur des mondes possibles. La référence est bien sûr Leibniz et sa Théodicée, ou bien Essai des Théodicées sur la bonté des dieux, la liberté, l'homme et l'origine du mal. Théodicée est un néologisme créé par Leibniz et désigne la connaissance de la justice divine et de ses traces au cœur de phénomènes naturels. On l'appelle également physico-théologie, qui selon Kant serait la tentative de la raison de déduire à partir des finalités de la nature la cause suprême de la nature même et de ses propriétés. Donc, pour arriver au cœur de la question, selon Leibniz, le monde n'est pas le fruit du hasard. Il existe une infinité de mondes possibles dont il faut que Dieu ait choisi le meilleur, puisqu'il ne fait rien sans agir suivant la suprême raison. Donc Dieu a créé le meilleur des mondes possibles. Et les mal, bon,
Comment interpréter les mal? Comment concilier cette condition avec les désastres qui régulièrement secouent les pauvres êtres humains? Eh bien, pour Leibniz, les mal existent, hein. Bien évidemment, il existe, mais attention, parce que sa fonction n'est rien d'autre que celle de maximiser les biens à travers une sorte de logique sacrificielle. Pour Leibniz, si vous voulez, celui du mal est une sorte de faux problème, puisque les biens dépassent toujours les mal. On voit donc comment, aux prémices des Lumières, l'image d'un Dieu vengeur punissant violemment les êtres humains évolue vers une idée plus paternaliste. La théodicée, en ce sens, représente une sorte de domestication de la colère divine à travers l'émergence d'une conception physique et mécanique de l'univers. C'est un passage intermédiaire fondamental pour comprendre toute la trajectoire de la modernité. Donc, loin des irrationalismes, loin des superstitions, on commence à considérer les forces de la nature comme une création parfaite des dieux. Sauf que Messier Voltaire n'est pas du tout d'accord. Il n'attend même pas 6 semaines pour réagir. Le 16 décembre 1755, donc 6 semaines après les schismes, il publie son fameux poème sur les désastres de Lisbonne. Philosophe trompé qui criait tout est bien, accourait contempler ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés, 100 000 infortunés que la terre dévore, qui sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours, dans l'horaire de tourment, leur lamentable jour. Direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui, d'un Dieu libre et bon, nécessite le choix. Et puis encore, tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire. Et puis, il est faut avouer, le mal est sur la terre. Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Donc, alors, le cher Voltaire, à ces moments-là, avec ce vers, ne va pas se faire d'amis. Hein. Ce sont des vers qui critiquent directement la perfection indiscutable de l'action divine. Mais de toutes les critiques que Voltaire va recevoir, il y en a une qui nous intéresse notamment. C'est celle de Jean-Jacques Rousseau, qui dit clairement « Voltaire, en paraissant toujours croire en Dieu, n'a réellement jamais cru qu'au diable, puisque son Dieu prétendu n'est qu'un être malfaisant qui, selon lui, ne prend plaisir qu'à nuire. » Pour arriver enfin à la fameuse réponse, la plus fameuse réponse de Jean-Jacques Rousseau. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez par exemple que la nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, les dégâts eussent été beaucoup moindres et peut-être nuls. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'essence de cette critique de Rousseau? Eh bien, Rousseau, probablement pour la première fois, s'est fait témoin, acte, si vous voulez, une transformation radicale dans la pensée des catastrophes. Pour la première fois, des événements de ce genre constituent un enjeu social, un enjeu humain, qui ne dépend ni de la providence divine, ni d'une nature qui agirait d'une manière également insaisissable. La catastrophe devient, pour la première fois, un objet d'analyse à part entière. Rousseau, donc, inaugure une nouvelle ère. C'est lui qui scelle la rupture, si vous voulez. C'est l'ère de la responsabilité humaine, ou, si vous voulez, de l'irresponsabilité humaine. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas non plus la nature. Les maisons entassées les unes sur les autres, la densité urbaine, le fait de construire sans aucun critère. C'est là qu'il y a la rupture. Et comme on peut le voir, cette rupture se configure sur un plan immatériel, sur le plan des réactions à un phénomène, lui, bien matériel, la terre qui tremble. Donc pour la première fois, les risques vont s'insinuer dans les méandres des interactions entre la société et la nature,
Dieu, la providence, tout cela commence à être relégué au deuxième plan, sans pour autant disparaître, on l'a dit. Et donc la critique de Rousseau est extrêmement significative. Tout simplement, qu'est-ce qu'il fait Jean-Jacques? Jean-Jacques Rousseau s'en prend au fait de prétendre que l'ordre du monde doit changer selon nos caprices et que la nature doit être soumise à nos propres lois. Ce n'est pas la nature, ce sont les hommes qui désormais génèrent leurs propres risques, leur propre vulnérabilité. La nature, quant à elle, à la limite, elle ne fait que relever ces vulnérabilités. Donc, c'est ça, l'inauguration d'une nouvelle manière de penser les rapports entre nature et société. Il y a derrière une conception nouvelle de l'équilibre entre environnement et société, où on met en avant les responsabilités des sociétés humaines, ou bien, comme je dis tout à l'heure, et comme on verra par la suite, les irresponsabilités. C'est pour ça que, quelques décennies plus tard, un autre monsieur, Goethe, nous sommes déjà bien au 19e, Goethe, dans l'Encyclopédia Universalis, dira cette phrase qui, à mon avis, résume bien la fameuse querelle générée par le tremblement de terre de Lisbonne, la fameuse querelle entre Voltaire et Rousseau. Goethe dit « Avec Voltaire, c'est un monde qui finit, avec Rousseau, c'est un monde qui commence. » Or, malheureusement, le monde qui commence avec Rousseau, bon, c'est là, Rousseau ne pouvait pas encore le savoir avec certitude. Et c'est lui fait de désastres, des catastrophes dont les causes humaines, sociales, bientôt technoscientifiques, ne feront plus de doute. Les divorces entre l'homme et la nature, cet topos qui aujourd'hui est au cœur du débat sur l'Anthropocène, se réalise donc à l'occasion d'une catastrophe et inaugure une pensée qui se questionnera à plusieurs reprises à propos de la trajectoire humaine. Bon, par exemple, pour revenir toujours à Ulrich Beck, c'est la modernité réflexive, une modernité qui s'interroge sur elle-même pour arriver au fur et à mesure à l'Anthropocène. À un moment où les sciences exactes nous ont confirmé d'une manière brutale tout un tas d'intuitions qui circulaient déjà. Et d'ailleurs, en plein XXe siècle, de M. Horkheimer et Adorno, dans leur fameuse dialectique de la raison, affirment que la Terre entièrement éclairée resplendit sous les signes de calamité triomphante. Mais bon, ça c'est une question que l'on développera la prochaine fois. Et sur ça, moi je vous remercie, mais avant de vous quitter, comme il me reste encore 2 minutes 30, je ne peux pas vous laisser sans vous fournir quelques petites références bibliographiques, même filmographiques. Alors pour les questions générales sur les catastrophes et les désastres, je vous signale François Voltaire, Catastrophe, une histoire culturelle, chez Seuil. Ulrich Beck, un classique, La société du risque, chez Champ. Jean-Baptiste Fressoz, L'Apocalypse joyeuse, chez Seuil, et en collaboration avec Bonneil, L'événement anthropocène, chez Point. Pour ce qui concerne plus précisément Lisbonne, il y a un ouvrage extraordinaire qui est Le tremblement de terre de Lisbonne de Jean-Paul Poirier chez Odile Jacob. Il y a encore Désastres urbains de Thierry Pacaud chez La Découverte. Et enfin, un ouvrage essentiel pour comprendre de manière critique mais non destructive l'esprit des Lumières, c'est La dialectique de la raison d'Horkheimer et Adorno. Aujourd'hui, il a été beaucoup plus difficile de trouver de films. Pour les autres séances, ce sera plus facile. Moi, je signale quand même Lisbon Story de Wim Wenders, parce qu'il fait quand même un excellent tableau de la capitale lusitane. Et puis, il me semble qu'encore sur Netflix, il y a un documentaire disponible qui s'appelle 1755, La Terre tremble à Lisbonne, réalisé en 2009 par Jörg Loh. C'est un documentaire plutôt technique géologique, plutôt sur la question de rats de marée.
Et sur cela, bon, moi je tiens vraiment à vous remercier et je vous invite quand même à suivre la suite de ce cours dès qu'elle sera disponible dans les réseaux de l'École urbaine de Lyon. Bon, merci beaucoup.